Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Moussa Faki Mahama, élu président de la Commission de l'Union africaine. Le Tchadien succède à la Sud-Africaine Kozawana Lamini Zuma. Notre compatriote Abdoulaye Bathily était candidat. On en sait un peu plus sur les élections de représentativité des syndicats d'enseignants. Elles se tiendront au mois de mai 2017. La date exacte ne fait pas encore l'objet d'un consensus. Le ministre du Travail promet un bon déroulement du scrutin. 350 000 cartes d'identité biométriques déjà confectionnées. La distribution est imminente. L'annonce est du directeur de la DAF. C'était à l'occasion d'une visite effectuée ce matin dans les différents services en charge de la fabrication des nouvelles cartes. La 37e édition de la Ziara annuelle omarienne a vécu. Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant. C'est à suivre dans ce journal. Et puis en sport, maître Augustin Senghor renouvelle sa confiance à Aliou Cissé après l'échec des Lions à la CAN 2017 face au Cameroun. Le président de la Fédération sénégalaise de football soutient que le sélectionneur national est là pour 4 ans. Les Lions du Sénégal sont arrivés tôt ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Ousmane Houma, l'enseignant-chercheur en droit public et sciences politiques, sera avec Mamadou Ibra Kane. Voilà le sommaire de ce 20h, dans quelques instants le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les élections de représentativité des syndicats d'enseignants annoncées pour le mois d'avril 2017. Pour le moment, il n'y a pas encore de consensus sur la date exacte. Au total, 32 syndicats ont confirmé leur participation. Le ministre du Travail promet un bon déroulement du scrutin. On fait le point avec Maïmouna Ndiaye. Les élections de représentativité des syndicats d'enseignants prévues au mois d'avril 2017, la date exacte non encore fixée. Toutefois, 32 syndicats ont déjà confirmé leur participation. Les syndicats d'enseignants avaient tout le mois de décembre pour déposer leur candidature, ce qui est fait. Aujourd'hui, nous avons recensé 32 syndicats qui vont participer aux élections de représentativité pour le collège du préscolaire et de l'élémentaire, le collège de l'enseignement moyen secondaire général formation professionnelle et le collège du corps de contrôle. Au niveau de chacun de ces collèges, au niveau des différents partenaires, ils ont désigné leurs représentants. La commission électorale nationale installée, la fiabilité reste la garantie. À la commission électorale nationale d'organiser et de veiller à la régularité, à la transparence. Ce n'est pas le ministre qui décide, le ministre est membre, il préside la commission électorale nationale. Toutes les questions seront des questions qu'on va délibérer avec les partenaires sociaux. L'objectif pour le gouvernement est qu'on arrive à des élections transparentes et fiables. Une école apaisée, consensus dans les négociations. Mansour Sy a bon espoir. Nous aurons la possibilité de trouver les solutions les meilleures pour que l'espace scolaire soit apaisé et pour qu'on puisse continuer à mener des revendications, continuer à discuter, mais donner la chance aux discussions et aux négociations et ne pas privilégier les formes de confrontation directe que sont les grèves et les rétentions de notes, qui sont des formes qui n'ont plus leur place dans un système de dialogue social moderne. Un système de dialogue social moderne, la transparence au rendez-vous, le seuil de représentativité de 10% respecté, les assurances du ministre du Travail.
Je vous l'annonçais dans les titres, 350 000 cartes d'identité biométrique confectionnées et prêtes à être distribuées. L'annonce est du directeur de la DAF au cours d'une visite effectuée ce matin dans les différents services en charge de la fabrication des nouvelles cartes. La commissaire, c'est plutôt le commissaire Ibrahima Diallo, a indiqué que le fichier électoral sera disponible et que le quota des 4 millions d'inscrits sera atteint à la date indiquée, c'est-à-dire 65 jours avant les élections législatives. Aminata Mbaresso, Diafaraba. Dans cette vaste salle, les nouvelles cartes d'identité biométrique sont confectionnées. Un travail en chaîne qui démarre ici. À la direction de la Sûreté nationale, plus de 300 jeunes sont employés à cet effet. Nous avons édité pas moins de 350 000 cartes. Et ces cartes sont distribuées au niveau des centres qui les ont enrôlées. La distribution n'est pas encore massive parce que nous avons constaté après les premières mises à disposition que les centres avaient des difficultés pour retrouver les cartes et distribuer aux différents endroits. Nous avons donc pensé qu'il fallait faciliter la distribution en entreprenant à notre niveau un travail de tri. Depuis le démarrage des inscriptions, environ 2 millions de Sénégalais sont enregistrés pour l'acquisition des nouvelles cartes, des chiffres qui ne prennent pas en compte les Sénégalais de l'extérieur. Alors si nous considérons les statistiques à ce jour, nous sommes à près de 2 millions de personnes déjà enrôlées, parce que la semaine dernière nous étions autour d'1 719 000 et selon les informations que j'ai reçues ce matin, nous ne sommes pas loin des 2 millions de personnes enrôlées. En tenant compte du fait que pour l'étranger, nous avons enrôlé maintenant près de 100 000 personnes, pour un objectif de 200 000. 350 000 cartes confectionnées sur une période de 4 mois. La date des élections législatives fixée au 30 juillet. Le temps suffira-t-il pour inscrire 4 millions de Sénégalais sur le fichier électoral? Vers la mi-avril, au plus tard la fin avril, nous devrons avoir terminé l'enrôlement des Sénégalais qui souhaitent donc se retrouver dans ce fichier-là. Voilà, donc ça fait que nous avons encore 2 mois et demi, voire 3 mois d'opération. Et si nous sommes aujourd'hui à 2 millions d'enrôlés, nous avons donc quand même tout le droit d'espérer que les 4 millions qui nous sont fixés, nous les atteindrons sans difficulté, Inch'Allah. 350 000 cartes confectionnées sur une période de 4 mois. La date des élections législatives fixée au 30 juillet. Le temps suffira-t-il pour inscrire 4 millions de Sénégalais sur le fichier électoral? Le directeur de l'automatisation des fichiers rassure la classe politique. Le fichier sera disponible 65 jours avant la date retenue pour les législatives. Le nombre de 4 millions tel que souhaité sera atteint, vu le rythme du travail. Aminata Mbaresso, merci. Et puis retenez que le directeur de la DAF a dit qu'environ 2 millions de Sénégalais sont déjà inscrits pour l'acquisition de nouvelles cartes d'identité biométriques. La décision de Macky Sall de repousser la date des élections législatives diversement appréciée par la classe politique sénégalaise. Doudou Wade du PDS parle de viol des règles de la CEDEAO en matière électorale. Lat Diop, membre du secrétariat technique de l'APR, estime que cette décision va permettre à tout le monde de mieux se préparer. Un sujet signé à Pape Faraning et Younous Diatta. Le décret du président de la République pour repousser la date des élections législatives, diversement apprécié par la classe politique. Si l'opposition voit en cela d'une manœuvre politique pour le pouvoir, ce report permettra à tout le monde de mieux se préparer. La loi dit expressément en son article 149 que les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le 30 juin de l'année de la 5e année de l'élection. Et le texte dit en son article 50 que par rapport à cette date, les élections législatives doivent se tenir entre les 20 jours et les 60 jours qui précèdent cette expiration des pouvoirs le 30 juin. L'opposition devrait aussi saisir la balle au rebond et mieux se préparer comme le ferait le pouvoir. Mais dans tous les cas, ma position sur cette affaire est que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions et du bon fonctionnement de la démocratie au Sénégal. Une décision qui viole les dispositions de la CEDEAO en matière électorale. Il est en contradiction avec les décisions prises par la CEDEAO qui demande de ne pas modifier les règles du jeu 6 mois avant les élections.
tant qu'il s'agit de garantir le bon fonctionnement du système démocratique au Sénégal, moi je ne vois pas pour quelle raison le président de la République devrait se priver de certains pouvoirs pour vraiment mettre les pendules à l'heure. L'autre pomme de discorde, l'implication des indépendants dans le comité de suivi du processus électoral. L'opposition est dans son rôle qui consiste à tout faire pour jeter le discrédit et éventuellement préparer une défaite. Et maintenant on nous sort les indépendants. Quelle est la définition? Qu'est-ce qui diffère les indépendants de non-alliés? Quoi? Voilà encore une manifestation de l'organisation, de fraude et de non-respect des dispositions de notre législation. Avec cette décision et le refus des opposants de rencontrer le président de la République, le processus électoral risque de connaître encore des problèmes. Et puis à Sédhiou, le mouvement Agir ensemble pour le développement de Sédhiou a entamé une campagne de sensibilisation pour une inscription massive sur les listes électorales. Le VSD a été très animé sur place, nous disent nos correspondants sur place, Bakary Conté et Salah Samb. Le mouvement Agir ensemble pour le développement de Sédhiou a entamé une campagne de sensibilisation pour inciter les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le vote est un acte citoyen. Donc tout citoyen qui aspire au développement, parce que le développement c'est le changement, le mieux-être. Donc nous demandons aux populations d'aller s'inscrire en masse. Le moment venu, les gens vont voter et voir le candidat qui est le mieux. Nous pensons que pour l'instant, c'est le président Macky Sall qui est là. Et pour développer notre région, il faut qu'on s'appuie sur le président actuel. Après Sédhiou, cap sur la cité religieuse de Médina Souané, dans la commune de Djiréji. Mais aujourd'hui, il est venu avec un message particulier. D'abord, après avoir présenté en tout cas tous ses vœux au khalif, il a aussi demandé au khalif de prier pour le président Macky Sall et prier pour le président Macky Sall pour la réussite en tout cas du PSE, pour la réussite du PSE, mais aussi il a demandé au khalif d'inciter des milliers de talibés de s'inscrire aussi sur la liste électorale pour permettre au président Macky Sall de pouvoir gagner des élections à venir. Le mouvement a pour objectif... Sédhiou fait partie des régions les plus pauvres du Sénégal. Et pourtant, Sédhiou ne manque pas de ressources naturelles. Il y a tellement d'espace à Sédhiou. Mais il y a des ressources humaines aussi. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être l'organisation. Les jeunes, les femmes, les adultes, les corps de métier manquent d'organisation. Et pour arriver à cela, nous nous sommes dit qu'il est temps de sensibiliser les gens sur les potentialités économiques de Sédhiou. Le mouvement Agir ensemble pour le développement de Sédhiou avec Jean-Pierre Senghor conditionnait toutes les collectivités locales de la région de Sédhiou. Bakary Conté, merci. La colère des populations et propriétaires de campements à Sendou et Minam. Les habitants ne veulent pas voir une partie de leur village englouti par le projet de construction du port minéralier, tandis que les propriétaires de campements jugent dérisoires les indemnisations et déplorent les conditions de démolition et de déguerpissement dont ils sont victimes. Les détails avec Ousseynou Thiam et Bira Diam. Nous ne sommes pas à Alep sur les ruines dues au bombardement, mais plutôt à Sendou et Minam. Toutes les villas et campements en bordure de mer ont été entièrement démolis. C'est ici que le port minéralier doit être construit, ce qui explique cette vive colère des populations et propriétaires. Qu'on touche pas à nos maisons, parce que là actuellement, c'est vrai, de dédommager la personne, mais aussi, il paraît que Sendou a 300 ans. Paraît-il que c'est plus âgé que Dakar. Donc qu'ils prennent ce qu'ils avaient prévu à l'avant, mais qu'ils nous laissent notre Sendou tranquille. Nous, on va l'accepter, on l'accepte d'abord. Qu'ils nous laissent notre Sendou, qu'ils prennent le port et puis voilà. On ne veut pas d'épreuve de force, on voudrait que l'État comprenne qu'on ne peut pas se reloger. Moi, je suis partie locataire. À moi, ils m'ont donné 18 millions. La villa elle-même, le bâtiment lui-même, moi, il me revient à 118 millions. Donc, je ne compte pas ce qui est autour, donc piscine, digue, etc. Hein? Ça, c'est en plus. Bâtiment seulement. Ouais, je compte le bâtiment. Et on m'a indemnisé pour la totalité de 33 millions. Des propriétaires de campements qui n'ont pas été indemnisés à la hauteur de leur investissement et qui déplorent les conditions dans lesquelles ils ont été déguerpis. Qu'on nous a maltraités, qu'on s'est moqué de nous.
hein, et que les autorités reviennent un petit peu déjà sur les indemnisations. Ils ne peuvent pas nous construire nos maisons, elles sont par terre, c'est fini, il n'y en a plus. Mais au moins qu'ils reviennent un peu sur les indemnités, qu'on ait au moins pas le quart de la valeur des maisons, pour nous les blancs, parce que pour les noirs c'était pas tout à fait pareil. Mais qu'on n'ait pas des miettes comme on a eu, qu'on ait au moins la moitié de la valeur de ce que nous avions, qu'on puisse se débrouiller avec. Des populations et des propriétaires qui ne sont pas certes contre le projet, mais qui veulent le respect des limites du site du projet, mais aussi des indemnisations à l'aune des dommages subis. Les câblodistributeurs du Sénégal, dans tous leurs États interdits de marche, ils ont fait une déclaration pour exiger leur régularisation et l'arrêt de ce qu'ils qualifient de persécution en leur égard. Je propose de suivre Aliou Kamara, leur porte-parole. Ils s'en est ouverts à Salif Sow et à Asmalik Diop. Nous avons pris acte de la décision de l'autorité d'interdire cette marche et dans les prochaines heures, s'il plaît à Dieu, nous nous rencontrons pour, Inch'Allah, prendre, s'il y a lieu, une alternative. Les raisons de la marche étaient simples. Vous tous, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs dizaines d'années, ou même depuis quelques décennies, nous faisons face à une violence inouïe. Une violence d'abord physique, et une violence morale. Les dégâts sont inestimables, ma foi. Les dégâts sont inestimables. Moi, je peux peut-être vous faire le calcul de ce qui est comme dégâts au niveau de ma zone, de Thiaroye-sur-Mer et banlieue, mais je ne saurais le faire pour nos amis de Ziguinchor qui ont reçu, il n'y a pas 48 heures, la visite d'une délégation de Canal Horizon, accompagnée par les gendarmes. À Saint-Louis, présentement là où je parle, ça fait presque une semaine que la majorité des ménages saint-louisiens ne regardent plus la télévision. Nous avons un taux de pénétration de 87% des ménages sénégalais. Voici une corporation qui fait au moins 100 000 acteurs permanents, mais il n'y a pas mieux dans ce pays. Mais pourquoi les autorités ne régulent pas ce secteur ? Affaire du Mongolien. Les 2 suspects arrêtés ont été extraits de leur cellule, puis entendus par le procureur jeudi dernier dans leur quartier. La mobilisation a été sonnée pour demander clémence. Délégués de quartier, imams et jeunes du quartier Cheikh Wade, où habitent les 2 jeunes, étaient en assemblée générale. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. Réunis au niveau du rond-point Morfadam, les habitants du quartier Cheikh Wade demandent clémence. Les délégués de quartier et l'imam de la localité sont les premiers à annoncer la couleur. Leurs parents n'en peuvent plus, ils souffrent. Cela a duré 20 jours. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons une liberté provisoire pour nos fils. Ils sont à la disposition de la justice dès les premières heures de leur convocation par le tribunal. Ils seront si vous voulez. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Comme l'a si bien dit l'imam du quartier, pour l'heure les 2 jeunes sont des suspects. Ils peuvent donc rester chez eux en attendant leur jugement. Parmi les présents, le témoin oculaire et ami commun des 2 parties. C'était une simple blague à propos du linceul et des noix de cola trouvés dans le véhicule. Ces objets appartiennent à l'employeur du chauffeur. En un mot, nous demandons pardon à la justice sénégalaise. Les autorités locales n'ont pas été insensibles à l'élan de solidarité qui s'est formé pour la libération des 2 jeunes arrêtés dans l'affaire du Mongolien. Nous parlons de toute autre chose à présent. La vente de la compagnie sucrière sénégalaise et des grands moulins de Dakar à la société marocaine For Afrique a fait polémique ces derniers jours au Sénégal, profitant de la visite des commerçants de l'Unocois Diapo. Le directeur général de la CSS en a profité pour démentir l'information. Toutefois, André Froissart assure qu'il y a des pourparlers. Ousseynou Diop, Habib Seck. L'Unocois Diapo et certains gros commerçants comptent accompagner la compagnie sucrière sénégalaise pour la sauvegarde des industries locales. En visite dans les champs de la CCS, les acteurs ont encore une fois manifesté leur soutien pour mieux vendre le sucre dans le marché. Ils comptent aussi mobiliser leurs forces pour faire face aux commerçants véreux qui importent le sucre dans les pays de la sous-région, occasionnant du coup des problèmes d'approvisionnement au niveau local. Et on a su que les villes frontalières du Sénégal commandaient beaucoup de sucre
plus que ce que les populations des régions consommaient. Ce qui veut dire qu'il y en a en tout cas des commerçants qui faisaient passer le sucre au-delà des frontières. Et ça, c'est pas normal, puisque c'est un sucre subventionné. Ça doit servir en tout cas les populations sénégalaises. Il faut que le dialogue passe. On ne peut pas être commerçant et être l'ennemi des industriels ou d'être l'ennemi des agriculteurs. Et troisième, que je ne l'ai pas parlé en Wolof, le directeur général a dit que le capital de CCS est ouvert. Il y a quelques jours, la presse avait annoncé que la famille Mimran va céder la compagnie sucrière sénégalaise, les Grands Moulins de Dakar et d'Abidjan, à des repreneurs de la société marocaine Fort Afrique, épaulée par son actionnaire financier ICAP. Profitant de la visite des commerçants de l'Unocoa Diapo, le DG de la compagnie sucrière sénégalaise, André Froissart, s'est expliqué sur les rumeurs à propos de la vente de la CCS, qui emploie des milliers de personnes dans le nord du pays. Le capital est ouvert. À quel niveau, j'en sais rien, parce que là, il faut être dans le secret des dieux. Le capital est ouvert et il y a des transactions. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de fait. Le jour où ça sera fait, c'est M. Mimran qui communiquera à ce sujet. Le directeur général qui a apporté un démenti confirme tout de même qu'il y a des pourparlers entre la société Mimran, qui a ouvert son capital, et d'autres industriels. Il y a des pourparlers, bien sûr qu'il y a des pourparlers. Il y a eu des pourparlers en 2006, il y en a eu en 2008, il y en a eu en 2012 et il y en a eu en 2016. Et ceux de 2016 font un peu plus de bruit que les autres. Alors, est-ce que c'est lié à l'âge de M. Mimran? Est-ce que c'est lié à des informations qu'auraient certains journalistes? Là, je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne suis pas le financier. Moi, mon boulot, c'est de faire du sucre. La direction de la compagnie sucrière sénégalaise a profité du séjour des commerçants de l'Unocoa Diapo pour effectuer une démonstration sur les techniques de brûlage de la canne. Des visites ont été aussi organisées dans les champs, comme pour dire que la CCS est encore déterminée à produire du sucre pour les Sénégalais. Les cris du cœur à présent des étudiants ressortissants de Tambacounda à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ils ont donné un point de presse pour réclamer plus d'attention et de soutien aux autorités de leur région d'origine. Ces étudiants déclarent que certains d'entre eux dorment dans des conditions exécrables. Nous écoutons leur président et porte-parole Ibrahima Diogo Diallo. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Nous, les étudiants ressortissants de Tamba, nous sommes confrontés à un problème de logement au sein de la région de Ziguinchor. Depuis la création de l'amicale, l'amicale n'a jamais eu un appartement où accueillir ces nouveaux bacheliers. Donc, nous avons eu un essai l'année passée d'effectuer une tournée au sein de la région pour rencontrer toutes les autorités de la région de Tamba pour les expliquer les problèmes que nous rencontrons à Ziguinchor. Nous avons rencontré toutes les autorités, aucune autorité n'a réagi, à l'exception du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Maître Sidi Kaba. Il vient de régler un problème crucial, parce qu'auparavant, nous constatons que beaucoup d'étudiants ont échoué à cause de ça. On constate aussi que l'amicale de Tamba ne cesse de recevoir beaucoup d'étudiants. Et nous lançons un appel à toutes les autorités de la région de Tamba pour leur demander de venir en aide aux étudiants ressortissants de Tamba à Ziguinchor pour qu'on puisse trouver un autre appartement qui peut contenir tous les étudiants ressortissants de Tamba à Ziguinchor. Je vous l'annonçais dans les titres, 37e édition de la Ziara omarienne. Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant. Tous les engagements pris par le gouvernement ont été respectés pour les pèlerins venus de partout. La Ziara s'est bien déroulée. Un sujet signé Alassane Ba et Mardia. Une Ziara pas comme les autres. La 37e édition tire à sa fin. Le président du comité d'organisation se dit satisfait. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que ziyaara bu ñu doon def yëpp bon waxuma ñalee de kii rafetul. Nous remercions le bon Dieu. Cette ziara a connu beaucoup de changements. Nous nous sommes préparés depuis 3 mois. C'est pourquoi l'organisation a été parfaite. Nous n'avons eu aucun problème. ñu ngi doon réunion di def organisé. Tous les engagements pris par le gouvernement respectés. Engagement bu nguur bi jël yëpp respecté nañ ko respecté nañ ba mu ëpp sax. Le gouvernement a respecté tous ses engagements. À chaque fois, le préfet, le gouverneur et même le sous-préfet nous appelaient souvent pour s'enquérir de la situation. Nous rendons grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Côté pèlerin, rien à dire, ces fidèles venus assister à la Ziara se réjouissent. Nous rendons grâce à Dieu, la Ziara s'est bien passée. Nous avons effectué nos prières dans le calme et aussi dans des conditions optimales. Nous remercions Thierno Mountaga Tall. La Ziara s'est bien passée. L'accueil était aussi au rendez-vous.
rien à dire. La 37e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne aura vécu. Les fidèles s'apprêtent maintenant à retourner chez eux. Côté couverture médiatique, le comité d'organisation tire son chapeau au groupe Futur Média. Nous ngi sant TFM, nous ngi sant RFM, ci njiitu Mamadou Ibra Kane et Youssou Ndour. Après lu ñu ñaanoon yépp defal nañu ko wax dëgg Yàlla defal nañu ko. Les femmes leaders honorées par la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, leur a offert en dîner de gala une façon pour elle de montrer la solidarité entre les femmes, toute obédience confondue. La culture sénégalaise a été fortement magnifiée. C'est un reportage signé Aïssatou Paye, Ahmed Niang et Papi Mbow. Montrer les facettes les plus positives du Sénégal, l'objectif de la première dame Marième Faye Sall à travers un dîner organisé pour les femmes leaders, diplomates, artistes, politiques, toute la gente féminine bien représentée. J'aimerais avoir toutes les femmes sénégalaises, mais comme ce n'est pas possible, on choisit un échantillon. C'est une manifestation qui se fonde sur la convivialité, mais aussi sur la culture. On est en train de montrer différentes facettes de la culture sénégalaise. L'art culinaire et la culture sénégalaise, mais aussi le théâtre, on l'a vu. On est en train d'écouter Baba Mal, il y aura un défilé de Oumoussi, etc. Ça, c'est pour valoriser la culture sénégalaise. Initiative saluée. C'est une activité que nous saluons toutes. Et c'est une activité qui prouve aujourd'hui et qui confirme la sociabilité de la première dame. Sa générosité, son vœu de partage qu'elle a toujours montré envers toutes les femmes sénégalaises seront derrière toujours le vœu ardent de tout bon Sénégalais, c'est-à-dire aller ensemble, travailler ensemble, unir ensemble et gagner ensemble. Rien n'a été laissé au hasard. Les femmes de l'opposition se réjouissent. Cette année, la première dame a apporté des changements dans l'organisation. Je pense que cela doit se passer ainsi. Elle a su bien analyser la situation. C'est une femme accueillante et très responsable. Madame Elisabeth Diouf, épouse de l'ancien président du Sénégal, a elle aussi répondu à l'invitation. Autre aspect de l'actualité, nous parlons de ce décret de Donald Trump, président des États-Unis sur l'immigration. Ousmane Sen, directeur du WARC, pense que l'homme fort des États-Unis doit revenir sur cette décision pour préserver les intérêts de l'Amérique. Une décision qui a déjà suscité beaucoup de polémiques aux États-Unis et dans le reste du monde. Nous l'écoutons. S'il ne s'agissait que d'Obamacare, c'est-à-dire le programme de santé ou de couverture maladie du président Obama, on pourrait dire que c'est un problème américano-américain. Mais il se trouve que dans ces décrets-là, il y en a qui peut-être touchent le reste du monde et posent un problème. Et le plus en vue, c'est ce décret sur l'émigration ou l'immigration, l'entrée aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un certain nombre de pays, on les a donnés, il y en a 7 exactement. Je crois que je les ai. Il s'agit de l'Iran, de l'Irak, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen. Ces pays musulmans-là, tous les ressortissants qui voudront des visas ou tous les ressortissants qui bénéficieraient d'une carte verte et qui sortiraient du territoire américain ne pourraient pas être autorisés à entrer dans le sol américain ou n'auront pas de visa. Alors cela a fait une vague de protestation aux États-Unis. Ça, c'est les réactions internes aux États-Unis. À l'extérieur, il y a des pays qui réagissent dans le sens contraire de ce que veut Trump. La Turquie déjà dit, tous ces émigrés ou tous ces réfugiés que Donald Trump voudrait renvoyer, la Turquie est prête à les accueillir. L'Iran a dit, si effectivement il y a des Iraniens qui sont privés d'entrer sur le sol américain, à partir de ce moment, l'Iran aussi va adopter une décision pour se venger. Je crois que c'est une décision qui est très controversée et peut-être si la sagesse prévaut, il va falloir que ce décret-là, on le revoie pour quand même que les relations internationales des États-Unis et avec le reste du monde puissent être préservées dans le bon sens.
Je vous l'annonçais dans les titres, Moussa Faki Mahamat, élu président de la Commission de l'Union africaine. Il n'est pas en terrain inconnu, réputé homme du sérail. Il a participé à de nombreuses discussions qui ont abouti à des solutions de crise en Afrique. Il fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Portrait de cet homme du sérail, comme je vous l'ai tantôt dit, avec Adi Atala. Moussa Faki Mahamat est finalement porté au pinacle de la Commission de l'Union africaine avec 39 voix sur 54. En compétition avec Amina Mohamed, c'est au 7e tour du scrutin très serré que le Tchadien remporte la victoire sur la Kenyane après l'élimination de 3 autres candidats, dont le Sénégalais Abdoulaye Bathily. Le Tchadien de 56 ans, au parcours riche en expérience, est un homme du sérail. Ministre des Affaires étrangères sous le régime d'Idriss Déby depuis 2008, a occupé plusieurs postes à l'échelle sous-régionale et internationale. Il a été président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, président du Conseil des ministres du G5 Sahel et porte-parole de l'Afrique à la conférence sur l'évaluation des relations Chine-Afrique. Juriste de formation, il est artisan de l'entrée du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. En décembre 2015, il a présidé le Conseil de sécurité. Il a géré de grands dossiers stratégiques, notamment la crise en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali, au Darfour et la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Ce haut cadre de l'administration tchadienne a été plusieurs fois ministre, directeur de cabinet civil d'Idriss Déby et même premier ministre de juin 2003 à février 2005. Moussa Faki Mahamat, qui succède à la sud-africaine Dlamini Zuma en poste depuis 2012, fait de la lutte contre le terrorisme une super priorité. Il a du pain sur la planche, surtout que sa candidature était récusée par la société civile tchadienne, qui le considérait également comme le candidat de l'Algérie. Le reste de l'actualité internationale nous mène au Kenya, au Nigeria, au Canada et en Éthiopie, où se déroule le 28e sommet des chefs d'État africains de l'Union africaine. Un récit signé Daniel Youfa. Le 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avec le président guinéen Alpha Condé désigné pour succéder à son homologue tchadien Idriss Déby en tant que président de l'Union. Il va présider aux destinées de l'organisation sur la période 2017-2018. Les chefs d'État de l'Union ont aussi décidé ce lundi de réintégrer le Maroc au sein de l'organisation continentale après 32 ans d'absence. Le royaume chérifien avait quitté l'institution en 1984 pour protester contre la reconnaissance du Sahara occidental comme État souverain. Il devient le 55e État membre de l'organisation panafricaine. 39 chefs d'État sur 54 pays se sont prononcés pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Les médecins sont venus. Au Kenya, la fronde des médecins et infirmiers continue. Parmi les revendications, la multiplication des salaires par 4, une promesse faite en 2013, mais les autorités ne veulent rien entendre. La grève qui a démarré le 5 décembre dans les hôpitaux publics a de lourdes conséquences pour les malades dans le pays. 6 personnes tuées et 8 autres blessées dimanche dans la soirée au cours d'une fusillade au centre culturel islamique de la ville de Québec, au Canada. 2 individus appréhendés, un seul des 2 jeunes hommes interpellés à la suite de la fusillade est considéré comme suspect selon la police québécoise. Les faits se sont déroulés peu après 20 heures, heure locale. 2 hommes qui font irruption dans la salle de prière au centre culturel islamique de Québec où se trouvaient 39 personnes. La prière venait tout juste de se terminer quand ils ont fait feu sur les fidèles. Un homme a essayé de s'interposer, il a été tué. Le bilan de la police fait état de 6 morts et 8 blessés. Enfin, un prêcheur nigérian qui avait au moins 86 femmes et 170 enfants est mort à l'âge de 93 ans. Mohamed Bello Aboubakar est décédé chez lui d'une maladie non dévoilée. Une foule immense a assisté à ses funérailles dimanche. Le quotidien nigérian Daily Trust a rapporté que le nombre de ces femmes était de 86 en 2008. Le chiffre a atteint 130 au moment de son décès, et certaines d'entre elles enceintes.
Les Lions du Sénégal sont rentrés tôt ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor après leur élimination face au Cameroun. C'était en quart de finale de cette CAN 2017. Je vous propose de suivre l'ambiance et quelques déclarations à l'aéroport. C'est vrai qu'un accueil comme ça fait toujours plaisir. Donc on aurait aimé aller encore beaucoup plus loin. Notre regret c'est un peu ça. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment l'importance de notre public, l'importance de nos supporters. Et aujourd'hui vous avez vu l'heure qu'il fait. Ils sont à l'aéroport pour soutenir ces jeunes-là et pour nous soutenir. Et je pense que ça c'est extraordinaire. Ça c'est bien pour le mental, c'est bien pour le moral et c'est bien pour l'avenir aussi. Alors, si vous pouvez revenir un peu sur le match du Cameroun, vous ne retenez quoi après avoir un peu digéré? Qu'est-ce que vous avez retenu? Non, je pense qu'aujourd'hui, le match du Cameroun n'a pas sa place actuellement. Je crois qu'aujourd'hui, nous revenons après 3 semaines de combat, 3 semaines de préparation, loin de nos familles, loin de nos amis. Je crois que ce qui est surtout important, c'est de retourner avec nos familles, que les joueurs retournent avec leur club. Après, on aura le temps de débriefer tout ça dans la lucidité et dans la tranquillité. Une très bonne expérience pour vous? Pour l'ensemble de ce groupe-là, c'est vrai que notre premier contrat, si je peux l'appeler comme ça, c'était de constituer un groupe compétitif, un groupe capable de vivre ensemble durant un mois lors de la CAN. Vous savez, une CAN, c'est important quand même qu'il y ait une bonne mentalité avec des jeunes, des joueurs qui veulent vivre ensemble. Ça, on l'a constitué et durant les 3 dernières semaines aussi, ça nous a permis de peaufiner notre jeu, de mettre une identité en place. Et petit à petit, je crois que cette identité est en train d'être consistante. Maintenant, bon, comme je vous le dis, il faut qu'on continue à travailler, à persévérer et je suis sûr et certain que pour l'avenir, l'équipe sera encore meilleure. Continuer l'aventure avec les Lions du Sénégal, c'est une assurance du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui faisait partie de cette délégation sénégalaise arrivée tôt ce matin à Dakar. Nous l'écoutons. Quelqu'un dont le contrat est en cours n'a pas besoin d'être reconduit. Aliou avait signé pour 4 ans, il lui reste encore 2 ans. Je pense que pour cette CAN, l'objectif minimal qui a été fixé, c'était un quart de finale et il l'a réussi. Et au-delà de ça, même je pense aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est tout le travail qui a été fait pendant 2 ans. L'appréciation du travail d'un entraîneur ne doit pas se limiter au résultat brut d'une compétition comme une CAN, où l'équipe peut ne pas démériter et être éliminée comme nous. On n'a perdu aucun match dans cette compétition. On a eu 3 clean sheets, 3 matchs où on n'a pas encaissé de but. Donc ça montre que quand même cette équipe a de la tenue. Il faut qu'on reste positif, qu'on salue son travail et qu'on l'encourage à aller de l'avant. Je pense que, comme on l'a toujours dit, c'est dans le moyen et long terme qu'on peut bâtir une équipe. Mais aussi c'est dans le moyen et long terme que nos entraîneurs peuvent progresser et faire des résultats. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Ce sera avec Daniel Diouf. Mais en attendant, je vous laisse avec Chérif qui est déjà là. C'est pour les besoins de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir cher et merci beaucoup pour toutes ces informations. On te retrouve un peu plus tard pour Sport à la Une, n'est-ce pas? Ouais, Sport à la Une, version CAN. Absolument, pour revenir sur l'élimination du Sénégal. On ne pensait pas le dire à ce niveau de la compétition. Vous savez, vous avez digéré la défaite? Difficile, hein, difficile. Je pense qu'il va falloir encore quelques semaines pour oublier cette élimination, mais on l'espère, c'est le football, c'est la loi du sport et des lendemains meilleurs nous attendent. Absolument. Allez, bon courage. On a presque envie de vous dire rendez-vous tout à l'heure avec les téléspectateurs et le service des sports, Malal Junior Diagne et Mamadou Ndiaye, pour revenir un peu sur cette élimination et la CAN qui suit son cours. Dans un instant, l'invité du 20h et on va parler du 28e sommet de l'Union africaine. Mandou Barakan sera avec le professeur Ousmane Khouba.